Bien. Naïma, je crois qu'il est 14 heures. On va pouvoir démarrer. Allons-y. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints depuis. Bienvenue. On est ravis aujourd'hui de pouvoir démarrer ce webinaire sur un sujet clé pour vous, si vous êtes présents parmi nous, sur comment choisir, mettre en œuvre, déployer votre stratégie d'acquisition payante pour atteindre vos objectifs. Et vous allez le voir dans le cours de ce webinaire, la notion d'objectif est effectivement clé sur ces sujets. Aujourd'hui, vous avez avec vous donc Marine Soroko. Je suis directrice associée chez Adimeo. Et Naïma Brahimi, je suis consultante marketing digital chez Adimeo comme Explorer. Enchantée. Adimeo, le groupe Adimeo, effectivement, dont Comme Explorer est une des filiales, notre enjeu, c'est de vous accompagner pour faire du digital le levier de votre croissance. Et à ce titre, vous en notez, l'acquisition payante est un des leviers importants. Notre objectif, c'est de vous accompagner à chaque étape de votre transformation digitale, en vous accompagnant dans le choix de nouveaux outils, en définissant de nouvelles organisations, en utilisant de nouvelles techniques et en créant de nouveaux dialogues avec vos utilisateurs et vos consommateurs. Notre challenge, à vos côtés au quotidien, c'est de créer des expériences digitales qui soient uniques, remarquables et performantes. Et aujourd'hui, on est structuré autour de 4 activités pour vous apporter une expertise ciblée sur chacun des enjeux, une activité de conseil et stratégie pour vous accompagner dans la définition de votre stratégie, de votre trajectoire digitale, une équipe dédiée au design et à l'innovation où on va définir l'ensemble des interfaces digitales que vous allez créer avec de l'UX design, de l'ergonomie, du design créatif, un plateau de production technique pour réaliser ces projets d'un point de vue technique, et ce qui nous concerne aujourd'hui, une activité de marketing et d'animation qui est portée par la filiale Comme Explorer, où bien évidemment, à ce titre, l'acquisition payante est un des leviers de votre stratégie marketing. Aujourd'hui, on va travailler ensemble, on va réfléchir ensemble sur quelle stratégie vous pouvez mettre en œuvre pour atteindre vos objectifs. Alors, je ne sais pas aujourd'hui si vous y réfléchissez, si vous avez déjà mis en place des stratégies d'acquisition et vous cherchez à les optimiser. On va se questionner sur qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui et comment on peut faire pour l'optimiser, l'améliorer, pour atteindre vos objectifs. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle d'acquisition payante, il y a un vocabulaire un peu abscon et très anglicisé, qui va parler de display, de retargeting, de CTR, de CPC, de search, d'enchères, de conversion, bref. Un vocabulaire qui parfois peut être complexe à appréhender dans ses subtilités. Pour justement se dire que sur chacun de ces items-là, on va travailler l'optimisation pour favoriser la conversion, l'acquisition de leads et de vente directe si vous êtes sur un business pur d'e-commerce. Si on essaie de définir un peu plus précisément ce que c'est qu'une stratégie d'acquisition, c'est en gros l'ensemble des actions que vous mettez en place pour assurer votre visibilité auprès du public et donc générer du trafic sur votre site web, vos actifs web en général, parce qu'on pourrait parler d'applications, on pourrait parler d'outils divers et variés. Et ce qui est hyper important dans cet enjeu d'acquisition, c'est on va parler de ROI, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'attirer des publics qui demandent pourraient pas être convertis, mais c'est d'attirer un trafic qui est qualifié, qui répond à vos cibles et qui donc sont susceptibles d'être transformés en leads, éventuellement d'acheter en ligne. Et quand on parle d'acquisition payante, en fait, on va naturellement penser à la pub sur le web, ce que vous voyez traditionnellement sur Google et autres. Voilà, juste me permettez de refaire un petit focus. Je sais que certains parmi d'entre vous sont largement habitués à ces sujets-là, mais c'est intéressant de refaire un petit focus là-dessus. Et alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, Naïma, tu accompagnes tes clients aujourd'hui dans les stratégies d'acquisition payante? Alors en fait, les stratégies d'acquisition payantes, aujourd'hui, elles permettent surtout de générer des résultats rapidement. Il y en a sûrement parmi vous qui entendent souvent parler de stratégie de contenu, de SEO, de référencement. Ça fait partie des stratégies qui sont à mettre en place pour pouvoir justement gagner en visibilité, en notoriété, générer du trafic, générer des leads. Mais au tout début de ce type de projet, c'est quand même intéressant de mettre en parallèle une stratégie payante pour pouvoir générer des résultats rapidement, le temps que d'autres stratégies se mettent en place sur le long terme. Donc c'est pour ça qu'on recommande de mettre en place des stratégies payantes, donc d'utiliser la publicité sur le digital lors d'un lancement de projet par exemple.
Et aussi, bien évidemment, ce qui est important dans ce que tu dis, Naïma, c'est qu'il faut aussi être capable aussi de travailler cette stratégie payante par rapport à ce que font vos concurrents. Et que bien évidemment, si vos concurrents ont une stratégie d'acquisition payante qui est extrêmement élaborée et que vous n'êtes pas présent, de fait, comme on sait qu'un lead généré à partir d'une stratégie d'acquisition payante convertit 2 fois plus, bah, si vous êtes isolé et vous ne travaillez que le référencement naturel, là, clairement, vous allez avoir un déficit d'acquisition assez certain. Tout à fait, ouais, par rapport à la concurrence. Marine évoquait tout à l'heure le vocabulaire de la publicité sur le web. Il y a aussi beaucoup de plateformes qui existent. Alors j'imagine que vous êtes familier de Google Ads, LinkedIn Ads, Facebook Ads et autres. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est de savoir vraiment quelle va être la plateforme à choisir pour répondre à vos objectifs. Sur Google Ads, par exemple, on va être vraiment sur donc de la recherche sur les moteurs de recherche, mais aussi sur de la publicité diffusée sur d'autres sites. Sur YouTube, on va aller plutôt vers donc de la vidéo pour pouvoir en général faire de la notoriété et diffuser le nom de sa marque. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui osent pas se lancer sur YouTube en pensant que ça va avoir des prix exorbitants, alors qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Les prix sont vraiment très bas sur YouTube, donc ça peut être intéressant si vous avez du contenu vidéo d'aller aussi l'exploiter sur les publicités YouTube. Sur LinkedIn, traditionnellement, on va aller adresser une cible plutôt B2B et surtout, on va pouvoir avoir un ciblage très très précis. Sur Facebook, on va avoir tendance à penser qu'on s'adresse surtout à du B2C, mais on peut aussi aller chercher de la cible B2B sur Facebook, puisque j'imagine que vous, comme nous, on dispose tous d'un compte Facebook et même le week-end, même la semaine en dehors des heures de travail, on va être amené à aller sur Facebook et du coup potentiellement à consommer du contenu publicitaire qui peut être en lien avec notre métier. On va avoir Twitter Ads qui va permettre une diffusion très large, très massive, très rapide, mais qui va avoir un ciblage un peu moins fin que ce qu'on peut trouver sur d'autres plateformes. On a rajouté quand même Bing Ads. Alors forcément, on n'y pense pas forcément dès le début, mais aujourd'hui, Bing Ads dispose de coûts de conversion qui sont beaucoup moins élevés que ceux sur Google Ads. Et ça peut être intéressant de dupliquer les campagnes qu'on a sur Google Ads sur Bing Ads, puisque ça va être des budgets très faibles et ça va permettre quand même de diffuser et de convertir. Il y a d'autres leviers qui existent, la publicité native, la publicité sur d'autres types de réseaux sociaux, Instagram, TikTok ou Snapchat. Aujourd'hui, on va essayer de vous éclairer, de vous donner les clés, en tout cas, pour pouvoir vous orienter plus facilement sur 2 plateformes, Google Ads et LinkedIn Ads, qui sont aujourd'hui celles qui sont les plus majoritaires, en tout cas, qu'on peut voir. Alors, majoritaire dans certains contextes. Dans certains contextes, oui, bien sûr. Ouais. Donc, comment performer avec Google Ads? L'idée ici, ça va être de vous donner vraiment les clés pour comprendre comment fonctionne Google Ads, quelles sont les principales notions à connaître et surtout comment fonctionne Google Ads et comment l'adapter par rapport à vos objectifs et comment bien l'utiliser. Donc, on va commencer tout d'abord par les types d'annonces qui existent sur Google Ads. Alors, on va avoir tout d'abord les annonces sur le réseau de recherche, donc ce qu'on appelle le search. Donc c'est l'annonce que vous voyez sur la gauche ici. Alors vous y êtes tous et toutes confrontés, j'imagine, quotidiennement. Donc on verra un petit peu après quels sont les objectifs que ces annonces peuvent remplir en termes de ciblage, en termes de précision de la diffusion de l'annonce. On va avoir ensuite les annonces sur le réseau display. Donc là, on va simplement aller positionner des publicités sur des encarts pubs qui sont mis à disposition par d'autres sites. Et donc là, il y aura un vrai enjeu de ciblage et d'audience pour pouvoir créer ces annonces display et surtout faire en sorte qu'elles aient un ROI intéressant. Et on va avoir aussi les annonces Google Shopping. Alors là, c'est plutôt dans le cadre d'un e-commerce pour pouvoir connecter directement votre banque de produits en fait à Google Ads et pour pouvoir diffuser vos produits sur le moteur Google Shopping. Ce qui va être important avant de vous lancer dans la création d'annonces, dans la recherche de mots-clés, la création de visuels ou autre, ça va être surtout de définir vos objectifs. Alors, définir vos objectifs, il y a 2 notions là-dessus. D'abord, définir quel va être l'objectif global de votre campagne. Est-ce que ça va être de générer du clic? Est-ce que ça va être de faire en sorte que le nom de votre marque soit le plus visible possible? Est-ce que ça va être de générer des leads directement? Et ensuite, on va avoir les objectifs qu'on appelle objectifs de conversion, qui vont pouvoir se paramétrer dans Google Analytics ou dans Google Ads, et qui vont vous permettre de mesurer de façon très fine les conversions qui sont générées sur votre site. Par conversion, j'entends un achat en ligne, remplir un formulaire de contact ou remplir un formulaire de téléchargement ou autre sur votre site. Et ça va vraiment être important de le définir en amont, j'insiste là-dessus, mais en amont de vos campagnes, puisque c'est ça qui va définir votre stratégie d'enchère, les formats publicitaires que vous allez utiliser. Donc c'est vraiment une étape qui est incontournable dans la création d'une campagne sur Google Ads.
Et surtout, je pense que c'est une question qui est hyper importante d'un point de vue stratégie à se poser, dans le sens où clairement, l'approche que vous allez adopter selon que vous êtes dans l'acquisition de lead, l'acquisition de notoriété ou l'achat direct ne va absolument pas être la même. Et c'est même une question avant même de se poser, si vous êtes sur Google Ads, mais c'est une question qu'il faut se poser, comme le disait Naïma en introduction, sur le choix du réseau sur lequel vous allez vous positionner. Et c'est vrai que très souvent, ces questions-là ne sont pas clairement posées et résultat des courses, in fine, quand l'objectif n'est pas clair ou insuffisamment précisé, on se retrouve toujours avec des résultats, si on cherche à ménager la chèvre au chou, qui sont forcément insatisfaisants. Tout à fait. Alors, comme je le disais, donc, définir son objectif, c'est primordial pour aller ensuite définir sa stratégie d'enchère. On en a mis en avant 4 pour pouvoir vous aider à y voir un petit peu plus clair. On va avoir donc ce qu'on appelle la priorité au clic ou maximiser les clics sur Google Ads. Donc là, l'objectif, ça va surtout être d'attirer des visiteurs qualifiés sur le site web. Et donc, le système d'enchère qu'on va utiliser avec cet objectif-là, ça va être le coût par clic, donc le CPC, qui va donc vous permettre de dire, bon, bah, moi, je suis prêt à payer tant pour qu'une personne clique sur mon annonce et arrive sur mon site. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle la priorité aux impressions, ou en tout cas maximiser les impressions. Donc ça va être, ici l'objectif principal, ça va être de renforcer la notoriété et de maximiser l'affichage de vos annonces. C'est-à-dire que dans cet objectif-là, vous allez dire à Google, moi je suis prêt à payer tant pour que sur cette requête-là, j'apparaisse à 90% en haut du moteur de recherche et que je sois visible tout le temps de mes cibles sur cette requête-là précise. Et donc là, le système d'enchère, ça va être au taux d'impression, ou ce qu'on appelle le coût par 1000. Donc ça va être combien vous allez être prêt à payer pour diffuser 1000 fois votre annonce à une cible donnée par rapport à un mot-clé donné. Ouais, ça, c'est la version un peu ancienne, finalement, de la publicité en ligne, où, à une époque, avant que Google ait sa régie et que les sites eux-mêmes aient une régie un peu élaborée, en fait, vous publiez au nombre d'affichages, et c'est un peu similaire, effectivement, à la pub qu'on a en 4x3. On estime que j'ai un trafic de tant de personnes qui peut visualiser la pub en question. C'est ça. Le principal inconvénient de cette stratégie-là, c'est que du coup, c'est vraiment un objectif vitrine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de mesure de conversion derrière et voilà, on est vraiment sur de l'affichage pur et dur. Ensuite, on va avoir du coup la priorité aux conversions ou maximiser les conversions. Là, l'idée, ça va être donc de générer des leads ou des achats en ligne. Donc vraiment d'avoir un résultat qui se mesure, soit en euros, soit en nombre de conversions, en nombre de formulaires remplis. Et là, le système d'enchère, ça va être au coût par action cible, au CPA. C'est-à-dire que ici, vous allez dire à Google, moi, je suis prêt à payer tant pour qu'une personne remplisse un de mes formulaires, pour qu'elle fasse une demande de devis, pour qu'elle mette un article dans le panier. Donc, en général, c'est surtout le premier objectif, enfin, la première stratégie d'enchère au coût par clic et au coût par action cible, celui sur les conversions, qui sont les plus courants sur Google Ads aujourd'hui. Et enfin, on va avoir la priorité aux vues. Alors là, c'est une petite spécificité puisque c'est uniquement sur YouTube. Et ça va nous permettre d'évaluer le niveau d'intérêt de la cible. C'est-à-dire que sur toutes les publicités que vous allez diffuser sur YouTube, vous allez pouvoir évaluer qui va regarder la publicité jusqu'au bout, qui va ensuite cliquer sur la publicité pour pouvoir atterrir sur votre site et effectuer une action. Et là, on va être sur du coût par vue. Et donc là, c'est uniquement sur YouTube. Une fois que vous avez bien défini votre stratégie d'enchère et vos objectifs, vous allez pouvoir vous concentrer sur vos mots-clés. Ici, on est vraiment sur un point très important sur les campagnes Google Ads, puisque c'est ça qui va définir un petit peu la façon dont vont s'afficher vos campagnes et vos annonces. Alors aujourd'hui, ça a été un petit peu remanié il y a quelques mois par Google. Avant, on avait d'autres formats de mots-clés qui étaient utilisables. Maintenant, ils se sont recentrés sur ces trois-là. Donc, on va d'abord avoir la requête large. Donc, ça va être un mot-clé que vous allez simplement rentrer sans caractères spéciaux, vraiment juste le mot-clé. Et en fait, ensuite, c'est Google qui va venir juger, estimer que telle variante de votre mot-clé est pertinente pour vos annonces, que tel synonyme de votre mot-clé est pertinente pour vos annonces et par rapport à votre page de destination. Donc, ça va nous permettre d'avoir une très forte diffusion des annonces, mais par contre, il est possible que vos annonces s'affichent sur des requêtes qui ne contiennent pas votre mot-clé, et du coup, qui soient un peu à côté de ce que vous proposez. Et donc, ça risque de faire augmenter votre taux de rebond. Donc, des gens qui vont cliquer sur l'annonce, arriver sur votre page et se dire « Non, c'était pas du tout ça que je cherchais ». Et donc, ça va aussi nuire à la pertinence de votre annonce et, in fine, à la diffusion de vos annonces. Donc, à utiliser avec parcimonie, un peu au même titre que les expressions exactes, puisque là, donc, c'est la deuxième catégorie, où vous allez avoir donc, le mot-clé entre guillemets.
Et en fait, cette expression exacte va contenir la requête de l'internaute, mais avec d'autres mots avant ou après. Ce qui va nous permettre d'aller nous afficher sur des requêtes qu'on n'avait pas forcément identifiées en amont dans notre recherche de mots-clés. Mais il va falloir penser à bien exclure des mots-clés qui ne sont pas stratégiques pour vous, ni par rapport à vos landing pages, ni par rapport à vos annonces, ni même par rapport à votre service ou à vos produits. Et ça, l'exclusion de mots-clés, c'est un point qui est très important pour les requêtes larges et pour les expressions exactes. Je prends un exemple tout bête, mais si par exemple vous vendez des robes de soirée, si vous choisissez de diffuser sur le mot-clé robe de soirée via une expression exacte, il va y avoir des requêtes type robe de soirée discount qui vont permettre d'afficher votre annonce, mais si vous vendez des robes de luxe, bah, ça ne va pas vous intéresser, et surtout les personnes qui vont cliquer sur l'annonce, elles ne vont pas vouloir aller plus loin puisque ça ne va pas correspondre à leur recherche. Donc, bien penser à exclure des mots-clés quand vous créez vos groupes de mots-clés. Et enfin, on va avoir le mot-clé exact. Donc là, votre annonce va s'afficher quand l'internaute va saisir exactement votre mot-clé ou une variante très proche, pluriel, singulier, avec un apostrophe, sans apostrophe, voilà, vraiment des choses qui sont très très proches de votre mot-clé. Ça va vous permettre d'avoir un contrôle très fort sur l'affichage des annonces, mais le risque, c'est aussi de passer à côté de requêtes intéressantes que vous n'aviez pas forcément identifiées. Donc, il va falloir arriver à faire un mix de ces mots-clés-là, et justement, pour arriver à trouver les bons mots-clés, l'idée, ça va être d'abord se mettre à la place de vos utilisateurs cibles pour utiliser les mêmes mots-clés qu'eux, donc ne pas hésiter à faire des enquêtes, des interviews, à interroger vos clients pour savoir un peu comment ils effectuent leurs recherches sur le web et savoir sur quels mots-clés il faut aller vous positionner. Ensuite, il va falloir sélectionner des mots-clés précis pour des catégories de cibles spécifiques et des mots-clés génériques pour toucher davantage de personnes. Donc, essayez de segmenter un petit peu vos campagnes par rapport aux cibles que vous allez essayer d'aller toucher. Il y a aussi un outil qui est à l'intérieur de Google qui s'appelle le planificateur de mots-clés qui va vous aider un petit peu à voir les volumes, le niveau de concurrence, le coût par clic des mots-clés que vous sélectionnez. Donc ça vous aide un petit peu à aller plus dans le concret et pouvoir évaluer si par exemple un mot-clé que vous aviez identifié au final fait 0 volume et du coup ne permettra pas de diffuser vos annonces. Et enfin, alors là on est un peu plus dans l'optimisation, donc une fois que vous avez lancé vos campagnes, n'hésitez surtout pas à utiliser les termes de recherche pour optimiser vos mots-clés. Dans Google Ads, on va avoir deux encarts différents. En fait, on va avoir une partie qui s'appelle mots-clés, qui va correspondre aux mots-clés que vous avez vous-même intégrés dans Google Ads pour afficher vos annonces. Et il va y avoir un onglet termes de recherche qui va vous afficher sur quelles requêtes vos annonces ont été affichées, c'est-à-dire sur quels mots-clés les utilisateurs, sur les mots-clés que vos utilisateurs ont tapés dans Google, pour afficher vos annonces. Et ça, c'est hyper important parce qu'au fur et à mesure que vous allez diffuser vos annonces, diffuser vos campagnes, vous allez avoir de plus en plus de termes de recherche sur lesquels vos annonces vont être affichées et vous allez pouvoir identifier, bon, bah, sur ce terme de recherche, j'ai généré 3 conversions, bah, du coup, je vais le rajouter dans mes mots-clés directement pour pouvoir diffuser davantage sur ce mot-clé-là. Et puis, il y a un autre truc qui est important, je crois, Naïma, ce que tu m'avais dit, c'est qu'il y a aussi 15% de nouveaux termes de recherche, je crois, qui apparaissent tous les jours. Ouais. Et également, l'année dernière, en 2020, il y a 30% des recherches qui ont été faites sur le web qui n'existent plus aujourd'hui. Donc ça, c'est un enjeu aussi qui est clé et sur lequel on va insister un peu dans le cours de cette presse, c'est que, en fait, il faut toujours questionner ces mots-clés parce que on a des tendances qui émergent, qui disparaissent, et il ne faut pas se reposer sur ces lauriers. Bah, de toute façon, même au global, hein, sur les campagnes Google Ads, LinkedIn Ads et autres, il faut vraiment faire un suivi très régulier pour pouvoir toujours optimiser les performances des campagnes et optimiser les mots-clés, ça en fait évidemment partie. Une fois qu'on a réussi à choisir ces mots-clés, à effectuer le bon mix de mots-clés, j'ai envie de dire, on va pouvoir venir définir nos audiences. Alors, les audiences, soit on peut décider de diffuser nos annonces à tout le monde, de mettre aucune restriction si on veut vraiment aller toucher au plus large, mais on va aussi pouvoir définir des audiences, ce qu'on appelle des audiences d'affinité dans un premier temps par exemple, qui vont permettre de toucher des utilisateurs en fonction de leurs habitudes, de leur centre d'intérêt ou des sujets qui les passionnent. Donc ça permet déjà de faire un premier tri et de pouvoir venir toucher des personnes qui potentiellement ont déjà un intérêt pour votre marque, votre produit ou vos services. On va aussi avoir les audiences qu'on appelle de marché ou les audiences intentionnistes qui vont permettre de toucher les utilisateurs en fonction de leur intention d'achat. Sur ces 2 premiers types d'annonces, c'est Google en fait qui va lui-même déterminer les audiences d'affinité et les audiences de marché par rapport au comportement des utilisateurs sur le web. Donc ça fonctionne beaucoup avec les cookies, ça fonctionne beaucoup avec les comptes Gmail. Ça permet vraiment à Google d'agréger tout un tas de données sur les utilisateurs pour pouvoir dire cet utilisateur A, il est plutôt intéressé par les plantes vertes, par contre cet utilisateur B, il est plutôt intéressé par les cactus.
Donc ça, vous n'allez pas forcément avoir le choix, j'ai envie de dire. Si par exemple, vous vendez un logiciel de gestion et que vous allez vouloir regarder dans le répertoire d'audience s'il y a une audience qui existe sur les logiciels de gestion, Google va vous dire directement, effectivement, il existe une audience d'affinité sur les logiciels de gestion, mais pas une audience intentionniste. Et dans ce cas-là, vous allez vouloir uniquement choisir l'audience d'affinité. Donc là-dessus, si vous avez une audience intentionniste, donc une audience qui a une intention d'achat, en général, ça fonctionne très très bien derrière avec les Google Ads, puisque ce sont des personnes qui ont déjà un comportement qui se dirige vers l'achat de votre produit ou de votre solution. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle les audiences similaires. Les audiences similaires, là aussi, c'est Google qui va arriver à les définir, puisqu'il va arriver à définir une audience de personnes qui vont avoir le même profil, le même comportement que les visiteurs de votre site ou vos clients. Donc là aussi, ça peut avoir un effet très puissant dans la diffusion de vos annonces et surtout dans la pertinence de la diffusion de vos annonces. Et enfin, on va avoir le remarketing ou le reciblage, en bon français, qui va permettre d'aller cibler uniquement des utilisateurs qui ont déjà interagi avec votre cible, avec votre entreprise, pardon. Donc ça peut être des personnes qui sont venues sur votre site web, qui ont regardé tel ou tel contenu, ça peut être des personnes qui ont mis un produit dans leur panier, mais qui n'ont pas concrétisé l'achat. Et ça, donc, c'est via Google Analytics que vous allez pouvoir le paramétrer et ensuite appeler cette audience dans Google Ads pour pouvoir vous en resservir pour vos campagnes. Donc ça, c'est les 4 principaux types d'audience qu'on peut retrouver sur Google. Après, il y a d'autres systèmes qui existent, d'import de listes clients et autres, mais en tout cas, ça, ce sont vraiment les 4 grands piliers des audiences sur Google Ads. On vous a mis ensuite ici un petit exemple. Donc c'est issu d'un de nos clients qui est à l'agence. Il y a une notion qui est importante sur Google Ads qui est ce qu'on appelle le ROAS, donc le revenu généré sur le budget publicitaire dépensé. En fait, pour définir un petit peu votre budget aussi, en début de campagne, ce qu'il va falloir, la façon dont il faut raisonner, c'est de se dire pour 1 euro que j'investis en publicité sur Google Ads, combien je veux générer de revenus, de chiffre d'affaires derrière. Là, typiquement, sur cet exemple-là, pour 1 euro investi en budget publicitaire, on génère 23,65 € de revenus. Donc, on est sur une échelle qui est très, très intéressante pour le client. Après, ça va dépendre énormément des secteurs. Sur du e-commerce, on peut être sur des revenus générés qui sont beaucoup plus importants puisqu'on est sur de l'achat directement en ligne. Si vous êtes sur un logiciel qui se vend via des cycles d'achat un peu plus longs, qui passent par des commerciaux, par des démonstrations, etc., le ROAS va être plus diffus puisque du coup, il va falloir le mesurer sur une période beaucoup plus longue. Donc ça, le ROAS, c'est quelque chose qui fonctionne surtout sur le e-commerce et sur des business qui sont capables d'attribuer une valeur de conversion, une valeur à leur conversion en fait, une valeur en euros. Même si un des enjeux hyper importants, Naïma, c'est que quand bien même on est sur de l'acquisition de leads et sur effectivement des cycles de transformation importants, il est hyper important de pouvoir lier cette valeur de conversion depuis votre CRM de façon effectivement à mesurer vos objectifs et mesurer la performance de votre stratégie d'acquisition payante. Oui, tout à fait. On va ensuite passer sur les annonces. Puisque maintenant on a vu donc les mots-clés, les audiences, on était un petit peu sur le paramétrage de la campagne. Maintenant, on va pouvoir étudier un petit peu la façon dont on va créer nos annonces. Donc, on vous a mis ici quelques petits conseils pour pouvoir créer une annonce qui soit efficace, qui performe. En premier, ça va être d'être pertinent par rapport aux mots-clés que votre internaute va taper. Google a instauré le Quality Score. Le Quality Score, ça agrège plusieurs données. Ça agrège la pertinence de votre annonce, le vocabulaire utilisé dans votre annonce, la façon dont vous exprimez sur votre annonce. Ça analyse aussi la page de destination, donc la page vers laquelle votre annonce redirige, et ça analyse aussi le taux de clic. Et grâce à toutes ces données-là, Google va attribuer donc ce score de qualité qui est noté de 0 à 10 et qui va permettre du coup d'évaluer si votre annonce est pertinente et si Google doit la diffuser ou non. Donc ça, c'est un point qui est très important. Ça va être de surveiller vraiment votre Quality Score. Ensuite, pour la création de l'annonce, il va falloir être simple, direct, avec un vocabulaire courant, pardon. Ça va être très important aussi d'intégrer des appels à l'action, des chiffres, si possible. Si par exemple, vous avez des promos, des prix à afficher, il ne faut surtout pas hésiter à le mettre dans votre annonce. Et utiliser aussi des majuscules au début de vos mots. Alors, pas des mots entiers en majuscules, ça c'est interdit par Google, mais par contre, de mettre des majuscules en début de chaque mot, ça va permettre aussi d'augmenter le taux de clic. Exploiter le modèle AIDA. Alors,
vous en avez peut-être entendu parler, puisque ça, c'est un modèle qu'on peut utiliser vraiment sur plein de supports, pas uniquement sur les annonces Google Ads, mais aussi dans vos posts sur les réseaux sociaux, dans vos emails. L'idée, ça va être d'abord d'attirer, ensuite de créer l'intérêt, puis le désir et d'inciter à l'action. Donc, il va falloir essayer de garder cette structure, même si on a très peu de caractères sur les annonces Google Ads, mais l'idée, ça va être de garder en tête cette structure pour inciter au clic et inciter à l'action. Ensuite, on va pouvoir aussi paramétrer des extensions d'annonces. Donc, ça va être des extensions que Google va venir afficher aussi de façon aléatoire pour pouvoir inciter davantage votre cible à cliquer sur l'annonce. Et enfin, travailler la recherche locale, ne pas hésiter à mettre des zones géographiques pour la diffusion de vos annonces pour pouvoir venir toucher des personnes spécifiques à un endroit particulier par rapport à votre service ou à vos produits. Donc, pour que ce soit un petit peu plus concret pour vous, on vous a mis un petit exemple entre une annonce qu'on qualifierait de mauvaise, ou en tout cas qui aurait plus de mal à performer, et une annonce où on a mis vraiment toutes les chances de notre côté pour pouvoir générer du clic et générer de l'action derrière. Donc sur le premier exemple, l'exemple de gauche, on va avoir donc trois bouts de phrases en fait qui vont servir de titre, mais qui vont pas forcément être très engageants, où on va pas avoir d'informations très concrètes. Et derrière, on va avoir un texte un petit peu long à lire. Il n'y a pas de mots-clés qui se détachent particulièrement, donc on va avoir tendance peut-être à scroller cette annonce et à ne pas y prêter attention parce que du coup, il n'y a pas d'éléments qui attirent le regard. Sur l'annonce qui est à droite, où là, on a mis en place les bonnes pratiques, on va retrouver du coup un pourcentage qui va permettre d'attirer le regard et surtout d'inciter au clic parce qu'on voit un intérêt, un bénéfice très concret dans cette annonce. On a aussi l'appel à l'action qui est la démonstration gratuite qui va permettre aussi de générer du clic et d'attiser la curiosité du lead, de l'utilisateur. Et ensuite, on a utilisé aussi des extensions, avec ici une extension d'appel qui va permettre directement de cliquer et de déclencher un appel. Et ensuite, des extensions qu'on appelle des extensions de liens qui vont permettre de mettre en exergue des offres bien particulières de votre service et qui vont permettre aussi d'inciter au clic. Si la personne s'intéresse uniquement au landing page ici, elle va avoir tendance à cliquer sur ce lien-là plutôt que de cliquer sur l'annonce globale. Mais au moins, ça évite qu'elle n'ait pas cliqué puisqu'elle ne se retrouvait pas dans l'annonce. Donc ça, c'est très important de mettre des extensions d'annonces aussi, et Google en est très friand. Il va avoir davantage tendance à diffuser les annonces qui disposent d'extensions plutôt que des annonces comme celle de gauche qui sont vraiment très très simples et qui n'ont pas beaucoup de matière. Un petit point maintenant sur ce qu'on appelle les smart campaigns, ou les campagnes intelligentes. De plus en plus, Google veut rendre accessible la régie publicitaire à des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec les publicités Google Ads et qui veulent se lancer. Donc, ils ont mis en place de nombreux systèmes qui permettent d'automatiser la création des campagnes et d'automatiser un certain nombre de paramètres pour optimiser les performances. On va avoir ce qu'on appelle les Dynamic Search Ads. Donc là, ça va être quelque chose qui est vraiment tout automatisé. C'est-à-dire que vous n'allez même pas vous occuper de chercher les mots-clés, de fournir à Google les landing pages. C'est Google qui va tout créer lui-même à partir de l'URL de votre site. C'est-à-dire qu'il va venir analyser un peu les champs sémantiques, les mots-clés qui se trouvent sur votre site pour identifier un petit peu ce que vous vendez, ce que vous proposez. Il va identifier lui-même les landing pages les plus pertinentes. Et ensuite, il va créer lui-même des annonces avec des bouts de mots, des bouts de phrases qu'il a trouvés sur votre site. Alors, ça peut être intéressant parce que c'est une facilité qui est déconcertante, mais derrière, ça va être très difficile à optimiser. Parce que contrairement à une annonce où vous allez fonctionner un petit peu plus manuellement, vous n'allez pas pouvoir vraiment venir optimiser les mots-clés au fur et à mesure. Vous n'allez pas pouvoir venir modifier vos landing pages. Vous n'allez pas pouvoir modifier vos annonces directement. Donc, c'est un petit peu compliqué à maintenir sur le long terme. Donc, c'est vrai que nous, on aurait tendance à ne pas conseiller d'aller vers ces campagnes-là. Après, c'est vrai que c'est pour se lancer, ça permet déjà d'avoir une première approche, de pouvoir tester des budgets et de se dire, bon, bah oui, les Google Ads, en tout cas de façon dynamique, ça me correspond ou ça me correspond pas. Mais voilà, nous, en tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est très difficile à optimiser, même si c'est très facile à mettre en place. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut délaisser complètement l'automatisation sur Google. Il y a ce qu'on appelle les annonces responsives qui sont aussi disponibles, qui vont permettre de faire de l'affichage aléatoire de descriptions, de titres, d'extensions pour obtenir l'annonce la plus performante. C'est-à-dire que vous allez rentrer 5 titres, 5 descriptions, et ensuite Google va diffuser ça en aléatoire, et à la fin, il va vous dire, c'est la combinaison du titre 1, 2 et de la description 4 qui fonctionne le mieux. Et comme ça, vous allez pouvoir petit à petit affiner et définir quels sont les éléments, les messages qui fonctionnent le mieux. Donc, c'est intéressant à utiliser en complément des annonces classiques, textuelles ou display, pour pouvoir justement mieux orienter votre budget et mieux calibrer vos annonces.
Un dernier point sur Google Ads, on vous a mis ici quelques tips pour pouvoir analyser vos performances sur Google Ads. On recommande en général de commencer à analyser les campagnes au bout de 15 jours de diffusion, parce qu'il y a toujours une petite période de 7-8 jours pendant laquelle Google va être en analyse. Il va analyser si vos annonces sont éligibles, si vos campagnes sont pertinentes, il va commencer à établir le quality score. Donc au bout de 15 jours, vous commencerez déjà à avoir de la donnée qui est exploitable et surtout, vous commencerez déjà à pouvoir faire des optimisations sur certains indicateurs. Notamment, par exemple, le quality score. Si le quality score de vos annonces est inférieur à 5, elles sont probablement à revoir, tant sur le message que sur la landing page. Il y a le coût par clic aussi que vous allez pouvoir analyser. Donc, plus il est bas, mieux c'est. Au début, il va avoir tendance à être un petit peu haut parce que Google, pareil, il commence à apprivoiser vos annonces, il commence à les diffuser, à les mesurer à la concurrence. Et donc, petit à petit, il va finir par diminuer. Donc, plus il est bas, mieux c'est, puisque ça va aussi définir le budget de vos enchères et le budget final que vous allez dépenser par mois sur Google Ads. Il y a aussi le taux de rebond que vous allez pouvoir venir observer. S'il dépasse les 60%, surtout en search, donc sur le moteur de recherche, il peut y avoir un problème sur vos pages de destination. C'est-à-dire que des personnes cliquent sur votre annonce, arrivent sur votre site, et au final, le contenu de la page sur laquelle ils arrivent ne correspond pas à leurs attentes, en fait, ne correspond pas à ce à quoi ils s'attendaient en cliquant sur votre annonce. Donc ça aussi, ça peut être quelque chose qui a travaillé si vous voyez que votre taux de rebond dépasse les 60%. Et ensuite, on va avoir le taux de clic, qui est un indicateur qui est à surveiller de près. En général, il va toujours être très faible sur le display, puisque sur le display, on va avoir beaucoup d'affichage, puisque ce sont les encarts pubs qu'on va avoir sur d'autres sites. Donc, il va se situer en général aux alentours de 1% ou moins, parce qu'on va avoir un grand taux d'affichage. Par contre, sur les annonces search, on va être en moyenne aux alentours de 4%. Mais sur certaines campagnes, on peut monter jusqu'à 15, 20, 30, voire 40%. Ça dépend des types de campagnes. Typiquement, une campagne qu'on va appeler branding, où vous allez vouloir vous positionner sur votre propre nom de marque, vous allez avoir des taux de clic très, très importants. Puisque ça va être le premier lien qui va s'afficher et les gens vont avoir tendance à cliquer sur le premier lien quand ils recherchent un nom de marque. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur Google Ads. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat sur cette partie-là, on y répondra à la fin du webinaire. On va passer maintenant du coup sur la partie LinkedIn Ads, Alors, ouais, pardon, petit sujet de timing. Je vois qu'on dépasse le temps qui est imparti, puisqu'on était censé s'arrêter à 30. Donc, je propose qu'on continue, bien évidemment, parce que je pense que le sujet LinkedIn, pour vous, est également hyper intéressant. Mais je pense qu'on en a à peu près pour 5-10 minutes de plus encore, je pense, avant de démarrer les questions. Voilà. Ça marche. Donc, LinkedIn Ads, on est donc plutôt sur une cible B2B, puisqu'on est vraiment sur un réseau professionnel. On va pouvoir définir plusieurs objectifs de campagne. Là aussi, comme sur Google Ads, c'est très important de définir ces objectifs de campagne en amont, vraiment d'avoir une vision stratégique de ce que vous allez vouloir faire avec votre campagne LinkedIn Ads. Donc, on va retrouver un petit peu la même chose que sur Google Ads au final. On va avoir un objectif de notoriété qu'on va pouvoir sélectionner, on va faire beaucoup d'affichage, des objectifs plutôt liés à la considération, donc pour engager un petit peu l'audience, à aller visiter votre site web, à s'engager, donc à réagir à votre publicité directement sur les réseaux sociaux, à faire des vues aussi sur les vidéos que vous allez diffuser, donc là aussi pour mesurer l'engagement. Et puis on va avoir des objectifs plutôt liés à la conversion, donc typiquement à la génération de leads, à la conversion sur le site web, donc là du remplissage par exemple de formulaires directement sur votre site, et un objectif après qui est un petit peu annexe, qui va pas vraiment être dans la prospection pure et dure, mais plutôt sur la recherche de candidats, donc plutôt un objectif RH. Vous allez ensuite avoir plusieurs types de formats que je vais vous décrire juste après avec des exemples concrets. Vous allez avoir ce qu'on appelle le single image ad, donc là qui va ressembler énormément à un post classique sur LinkedIn, donc avec une image, un texte. Vous pouvez également rajouter un call to action et puis un texte. Vous allez aussi avoir le carousel ad qui aujourd'hui est un format qui marche très très bien parce qu'il y a ce côté interactif. Les gens ont tendance, même sans trop le vouloir finalement, à slider et du coup à lire votre publicité. Donc ça, on va être sur des publicités qui ont un format très engageant. Vous allez aussi avoir la vidéo qui va permettre d'être assez impactant parce que la lecture se déclenche directement au scroll, donc ça va permettre aussi d'attirer l'œil puisqu'on va avoir quelque chose en mouvement. Et il y a un format aussi que LinkedIn a lancé il y a peu de temps, il y a quelques mois maintenant, qui s'appelle la Conversation Ad, qui fonctionne un petit peu comme un chatbot, mais via la messagerie de LinkedIn, où vous pouvez renvoyer vers des livres blancs, du téléchargement, vers une page particulière de votre site, vers une démonstration, vers une vidéo, vers plein de choses. Donc ça, c'est assez intéressant à utiliser comme format, et surtout, ça marche très très bien. Une petite astuce aussi pour pouvoir penser vos formats et surtout penser le contenu de vos publicités.
Sur LinkedIn, quand vous allez aller sur une page entreprise d'un concurrent ou d'une entreprise, d'une marque dont vous appréciez les publicités, vous allez pouvoir aller dans l'onglet Posts et ensuite sélectionner directement Publicité. Et dans cet onglet-là, vous allez pouvoir voir toutes les publicités actuelles et passées de votre concurrent et du coup vous inspirer. Donc c'est un réflexe à avoir qui est hyper enrichissant, hyper inspirant. Sur LinkedIn, un autre point clé, ça va être le ciblage. Alors, un petit peu comme sur Google, on va pouvoir utiliser des audiences de reciblage grâce à un pixel, enfin un tag qui s'appelle l'inside tag, qui est un petit bout de code que vous allez mettre sur votre site et qui va permettre à LinkedIn d'identifier les personnes qui visitent votre site et de créer une audience à partir de ça. Et ensuite, vous allez avoir des attributs d'audience, donc vous allez pouvoir vous-même choisir si vous voulez diffuser votre annonce uniquement aux salariés de telle entreprise, uniquement aux personnes qui ont tel type de poste, ou qui ont telle fonction, ou qui ont tel centre d'intérêt, ou qui appartiennent à tel groupe, ou qu'on fait telle formation. Donc là, le ciblage peut être vraiment très très fin. Attention tout de même à ne pas tomber en dessous des 300 membres, puisqu'en dessous de cette limite-là, la diffusion de votre annonce ne sera pas effectuée par LinkedIn. Donc il faut avoir plus de 300 personnes dans son audience. Quelques points de vigilance sur LinkedIn. Numéro 1, le budget. LinkedIn est un réseau qui est extrêmement cher au niveau de la publicité, puisque sur vos campagnes, vous ne pouvez pas descendre en dessous de 10 € de budget quotidien. Donc ça peut vite commencer à chiffrer quand vous commencez à avoir plusieurs campagnes et plusieurs objectifs de campagne, puisque là, c'est le deuxième point de vigilance. La façon dont LinkedIn est structuré, c'est un peu une usine à gaz, en fait, pour la création de groupes de campagne et de campagnes. C'est-à-dire que si vous choisissez un objectif, par exemple, de génération de leads avec un format carrousel, c'est une campagne, et au sein de cette campagne-là, vous ne pourrez pas choisir un autre format ou un autre objectif. Il faudra créer une autre campagne. Et comme je disais, c'est 10 € par jour minimum par campagne. Donc ça peut vite monter. Et enfin, un dernier point de vigilance, ça va être sur le traitement des lead gen forms. LinkedIn propose aujourd'hui d'avoir des formulaires qui sont directement intégrés dans la plateforme, qui vont directement s'ouvrir quand on va cliquer sur télécharger, contacter ou autre, et qui vont permettre de pré-remplir le formulaire avec les informations du membre que le membre a renseignées dans LinkedIn. Mais le point de vigilance là-dessus, c'est que vous allez souvent avoir des adresses email perso. Et si derrière, vous voulez retravailler vos leads avec du marketing automation, avec des chaînes de mail et autres, bah, vous allez tomber sur leur boîte mail perso. Donc, veillez à bien demander l'adresse email professionnelle des membres quand vous utilisez les lead gen forms. Et quelques tips enfin pour analyser vos performances sur LinkedIn. Si vous choisissez de faire une campagne plutôt notoriété pour faire connaître votre marque, regardez plutôt les indicateurs taux de clic, nombre d'impressions, nombre moyen d'interaction et d'engagement sur vos campagnes. Et si vous générez des leads, regardez plutôt le taux de conversion, le coût par conversion, le nombre de leads générés et le coût par lead. Et globalement, retenez que sur LinkedIn, les CTR sont très très bas. On est généralement en dessous de 0,6%. Donc si vous avez des choses qui sont à 1%, 2%, 5%, vous êtes déjà sur une campagne qui performe très bien. Et typiquement, sur les campagnes où on propose des ressources, des e-books en téléchargement, on va souvent être aux alentours de 4-5%. Donc pensez plutôt à ça, plutôt que de faire des campagnes purement corporate sur LinkedIn. Si vous cherchez à générer du lead, pensez surtout aux e-books et aux ressources pour avoir un bon CTR. Enfin, globalement, sur tous les réseaux, peu importe le réseau sur lequel vous choisissez d'aller, n'oubliez pas d'A/B tester vos annonces, donc de créer plusieurs messages pour un même visuel ou plusieurs visuels pour un même message. Faites évoluer et optimiser en permanence, allez regarder les indicateurs, faites des tests. Voilà, soyez vraiment dans une approche itérative. Intégrez bien la mesure de vos KPI dans vos processus quotidiens, hebdomadaires, mensuels. Donc le revenu que vous générez, le CPA, le CTR, tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Et enfin, questionnez régulièrement vos stratégies d'acquisition. Comme le disait Marine, que ce soit au niveau des mots-clés, mais aussi au niveau des formats, il y a beaucoup de choses qui bougent dans les réseaux publicitaires. Donc, n'hésitez pas à faire une veille accrue sur ces sujets-là et à vous renseigner sur des blogs et autres pour être au courant. Et puis, il y a le dernier sujet qui est quand même d'importance aujourd'hui et sur lequel il va falloir s'interroger dans les années à venir. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est que en 2022, on va assister à la fin des cookies tiers. Les cookies tiers, c'est quoi? C'est les petits objets informatiques qui sont déposés sur votre machine quand vous visitez un site web ou autre. Apple a déjà mis en place ce genre de limitation. Et tout l'enjeu pour Google de ces cookies tiers, c'est que ça permet de connaître l'intérêt des visiteurs pour un produit, une catégorie, une ambiance. C'est ce qui permet notamment de générer effectivement tout ce qui a trait au retargeting dont Naïma vous parlait. Et ça permet de cibler avec la plus grande précision possible pour
proposer des publicités en adéquation avec l'affinité des utilisateurs. Et là, clairement, cette fin annoncée des cookies tiers démontre que demain, potentiellement, les performances intrinsèques des campagnes seront moins bonnes, puisque le ciblage, de facto, sera moins bonne, puisque les campagnes toucheront de manière un peu plus aléatoire vos utilisateurs et vos internautes. Donc aujourd'hui, la question qu'il faut se poser et qu'il faut commencer à préparer, c'est comment est-ce qu'on va maintenir demain le niveau de performance et de visibilité des campagnes sans ces informations additionnelles, qui bien évidemment, cette démarche-là est faite pour effectivement garantir la sécurité, la confidentialité des internautes dans le cadre notamment des réglementations européennes. Et aujourd'hui, on est un peu sur un terrain mouvant, il y a beaucoup d'initiatives qui sont en cours, on va notamment de plus en plus s'intéresser aux données qu'on appelle first party, en fait tout simplement votre capital de données qui est possédé dans votre entreprise, via votre CRM, votre ERP, etc. Donc c'est là où, justement, typiquement, les stratégies d'implémentation qu'on va appeler de data lake, de données, de réunification de données clients, vont être clés pour pouvoir taper l'utilisateur, cibler l'utilisateur au bon moment avec la data que vous avez, vous, en propre. On a des acteurs et des opérateurs qui déploient des solutions avec des mécanismes alternatifs aux cookies, où on a par exemple Google qui parle de gestion de cohorte, etc. Toujours est-il que on va, je pense, dans les prochaines années, assister à un mouvement, ou en tout cas une instabilité croissante sur tout ce qui a trait justement à l'acquisition payante aujourd'hui sur les différents réseaux. Donc c'est un sujet sur lequel il faut bien évidemment se tenir au courant. Voilà, on en a fini avec ce webinaire. Désolée pour le petit délai, mais je crois que Naïma, merci à toi, tu avais énormément de choses à nous dire sur ces sujets. On a été ravis de partager encore une fois cette expérience avec vous. On va passer maintenant à la partie questions-réponses et on peut vous annoncer dès à présent les webinaires à venir. Donc en juin prochain, je ne suis pas sûre de la date, je crois que c'est une semaine avant, je me suis trompée là-dessus. On va parler plus du UX design. UX design qui a directement un impact, vous allez le voir, sur effectivement le quality store et donc la performance de vos annonces. On va parler plus stratégie éditoriale en juillet sur comment, dans cet univers en quête de sens post-crise Covid, on peut réenchanter votre relation client grâce à une stratégie, à du copywriting affûté. Et en juillet, on va travailler un petit peu de façon plus macro sur comment construire, développer votre stratégie digitale B2B. Voilà pour ces quelques petites annonces. Vous pouvez poser vos questions via le chat ou via l'onglet questions. Je ne sais jamais sur Livestorm lequel est le plus adapté. Et je crois que Sébastien a déjà une question. Une question importante. Ouais. Quel conseil donneriez-vous lorsque les mots-clés ciblés sont très peu recherchés sur Google? Alors, lorsque les mots-clés sont très peu recherchés sur Google, ça peut vouloir dire deux choses. Soit le sujet n'évoque pas un fort intérêt de la part des utilisateurs sur Google, et dans ce cas-là, c'est pas forcément hyper pertinent d'aller se positionner dessus. Et dans ce cas-là, vous le verrez vite parce qu'il y aura un niveau de concurrence très faible sur ces mots-clés-là, donc c'est potentiellement peu de monde va se positionner dessus parce qu'il n'y a pas un grand intérêt. Par contre, s'il y a un faible niveau de recherche et un gros taux de concurrence, ça veut dire que là, ça intéresse, mais que par contre, vous allez avoir un trafic très très ciblé puisque du coup, il y a de très faibles volumes. Donc ça peut être intéressant d'aller se positionner dessus, même s'il y a un taux de concurrence élevé. Après, la question peut-être, Naïma, c'est aussi qu'est-ce que je fais quand j'ai aucun des deux? C'est-à-dire quand j'ai pas de concurrence, que je suis dans un marché de niche et que j'ai pas d'infos de la part de Google là-dessus. Alors, c'est que c'est peut-être pas sur Google qu'il faut aller se positionner. Dans ce cas-là, il faut peut-être aller chercher sur un autre type de réseau, peut-être aller plutôt sur LinkedIn ou sur Facebook, ou ce sera peut-être pas sur Google. S'il y a vraiment zéro de concurrence et zéro recherche, c'est pas sur Google qu'il faudra aller se positionner dans ce cas-là. Et c'est d'ailleurs une question intéressante qui pose un petit peu la question de quelle stratégie de réseau j'utilise en fonction de l'étape de mon funnel et du niveau de notoriété et du type de marché auquel je m'adresse. Effectivement, dans un marché d'early adopter, on va souvent avoir besoin d'effectivement travailler l'évangélisation de sa cible. Donc le mot-clé, on ne va pas être sur un mot-clé de transformation, mais on va plutôt être sur un mot-clé, on va dire, de pain point, où on va travailler l'évangélisation. Donc peut-être, effectivement, sans doute, ça impose de repenser sa stratégie d'acquisition pour aller peut-être travailler un peu plus en amont. Tout à fait, ouais. Mais bon, ça dépend de votre contexte, Sébastien, pour le coup, on parle un peu dans le vide. Alors, Doua, pardon. Qu'est-ce que signifie le modèle AIDA et comment on pourrait l'utiliser ? Alors, le modèle AIDA, comme je disais tout à l'heure, l'idée, ça va être de décomposer un petit peu le message pour susciter l'attention, puis l'intérêt, puis le désir, puis l'action.
Donc en fait, pour attiser la curiosité, on va essayer plutôt pour susciter l'attention, on va venir justement titiller un petit peu le lead en lui mettant en face les pain points, les points de souffrance auxquels il est confronté. Donc ça va l'attirer, il va se reconnaître dedans, il va se dire ah oui, effectivement, j'ai du mal à avancer sur ce sujet-là, par exemple. Ensuite, on va venir susciter son intérêt en montrant qu'il y a potentiellement une solution qui existe, puis en faisant naître le désir, en lui expliquant que cette solution existe et que vous êtes en capacité de lui proposer avec tel et tel bénéfice, et ensuite le passage à l'action pour qu'il aille justement soit remplir un formulaire, soit demander un devis, une démonstration ou autre. Donc c'est plutôt ça la façon dont va fonctionner le modèle AIDA. Alors on ne va pas pouvoir forcément s'en servir tel quel dans les annonces Google Ads, mais l'idée c'est de le garder en tête pour pouvoir structurer ces messages et pour pouvoir proposer des annonces pertinentes. Bon. Ah si, Sébastien. Bon. Quand lancer des campagnes de notoriété ou de considération sur LinkedIn? Comment choisir l'objectif publicitaire, me demande Edna. Alors, sur quand lancer des campagnes de notoriété ou de considération, en fait, ça va vraiment dépendre de votre stratégie et de votre objectif. Campagne de notoriété, là, vous allez vouloir afficher un maximum et faire en sorte que votre nom de marque se diffuse. Donc, il va falloir choisir un objectif, l'objectif qui s'appelle objectif de notoriété sur LinkedIn. Et dans considération, ensuite, soit vous allez vouloir engager votre cible, donc faire en sorte qu'elle arrive sur votre site, et dans ce cas-là, la faire passer à l'action et l'engager. Donc, dans ce cas-là, vous choisirez visite sur le site web. Sinon, vous avez aussi, alors c'est engagement, je crois qu'elle s'appelle. Je reprends juste. Voilà, engagement, ça va permettre aussi de créer de l'engagement directement sur votre publicité, donc des likes, des partages, des commentaires. Et ensuite, vous allez avoir vu de la vidéo dans les objectifs de considération, qui va permettre donc de diffuser massivement une vidéo. Donc, si vous avez une vidéo promotionnelle de votre produit ou de votre service, ça peut être un bon moyen de la diffuser aussi. Et alors, il y a un autre sujet, Emma, je ne sais pas si c'était le sens de votre question aussi, je trouve que c'est toujours hyper intéressant d'inscrire les campagnes d'acquisition payantes dans le funnel de conversion. Et donc, dans le buyer journey que vous allez créer de vos personas, donc qui sont un élément clé pour se mettre en empathie avec sa cible, vous allez identifier que votre cible, au tout début de son parcours de sa buyer journey, effectivement, elle va être parfois sur LinkedIn ou elle va être parfois sur Google à faire d'autres recherches et autres. Et à partir de ce funnel de conversion et de cette buyer journey, vous allez pouvoir identifier quand est-ce que c'est pertinent pour vous d'être sur LinkedIn et effectivement quels sont les messages à adresser dans ce moment-là de ce parcours d'achat. Ok, je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions pour l'instant. Merci à tous de votre participation. Merci Naïma de tous ces conseils. On espère que vous avez eu des réponses. Alors c'est toujours un peu difficile de savoir cerner exactement quelles sont vos attentes. Donc là, on a plutôt pris le point de vue du début, c'est-à-dire si vous démarrez des campagnes et que vous n'avez pas beaucoup de connaissances, il y aurait bien évidemment plein de choses à approfondir. C'est pour ça que vous allez recevoir un petit questionnaire de satisfaction très rapide à l'issue de ce webinaire pour nous dire comment vous l'avez apprécié et éventuellement nous formuler quelques conseils et nous suggérer, si vous le souhaitez, qu'on approfondisse ces questions-là lors d'un autre webinaire, bien évidemment. Voilà, donc n'hésitez pas à répondre. Et une dernière question d'Emna. Pour LinkedIn, est-ce que vous recommandez de ratisser large ou d'affiner? Vaste question. Ouais, là aussi, ça dépend de votre cible, ça dépend de votre objectif. Ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, plus vous allez affiner, plus les enchères vont être chères, parce que du coup, LinkedIn profite aussi du fait qu'il y ait beaucoup de données sur ses utilisateurs pour vous faire payer ça, en fait. Et plus vous allez affiner, plus les enchères vont être élevées. Après, affiner, ça peut aussi être un très très bon moyen de convertir très rapidement et d'avoir du résultat très rapidement, parce que justement, votre message va être ultra ciblé. On peut penser par exemple à des stratégies de count-based marketing, où on va venir cibler directement les employés d'une entreprise particulière parce que c'est un de vos comptes cibles. Et là, dans ce cas-là, certes, vous allez payer vos enchères plus cher, mais vous allez avoir moins de monde à cibler et du coup, potentiellement, vous allez pouvoir les convertir plus vite parce que le message va être très ciblé. Donc voilà, faut arriver à jauger ça et ça dépend grandement de votre budget. Super, merci à tous. Merci. De votre participation et à bientôt, j'espère. À très bientôt. Merci, à bientôt, bon après-midi.